Bienvenue Clotilde, merci d'être là avec moi. Merci à toi. Et puis on va lancer la roulette de suite. C'est parti. Regarde, je t'invite à cliquer sur Spin It et à lire la question qui sort au hasard. Ah, attends. Sérieux ? Ça m'ouvrait le menu en bas. Que penses-tu de l'échec ? Sans faire de grande philosophie, je trouve ça super enrichissant. Ah, je trouve ça constructif. Est-ce que tu en as subi ? Oui, on sort tous d'une période commune de Covid, Ouais. qui fait que on avait tous de grands espoirs sur un développement de départ avec un prévisionnel comptable et avec plein d'espoirs, et puis qui ont été mis à rude épreuve. Donc ouais, les attentes n'étaient pas au rendez-vous. Je ne sais même pas si j'ai envie de parler d'échec, parce que je pense que ce serait dur comme constat. Et c'est pas la réalité en plus, donc ce serait pas franchement un échec, mais il y a plein de choses qu'on a dû botter en touche, et je pense que malgré tout c'était constructif. C'était vachement... C'est ce que j'allais dire, c'est un échec mais qui est exogène à toi. Enfin, Ouais, complètement. Est-ce que toi dans ta vie tu as l'impression d'avoir déjà vécu des échecs et qui quelque part, voilà, comme tu dis, un échec, mais il faut y passer par ça, quoi. Est-ce que tu aurais une anecdote, un truc qui te vient? Faudra couper cette longue période de blanc. Je réfléchis. Je t'en prie. Un truc qui est vraiment un échec. L'association dans le boulot. J'étais associée sur mon cabinet de courtage, et ça s'est vraiment soldé par un échec cuisant. Ah mince. Ouais. Donc, Et alors, qu'est-ce que tu en as appris? Est-ce que c'était quand même un échec utile? oui, parce que je ne m'associerai plus jamais. Le meilleur nombre d'une association, c'est un chiffre inférieur à 2. Et du coup, 1, c'est pas mal du tout. Non, c'est mon papa qui dit ça, blague à part. Le meilleur nombre pour l'association, c'est voilà, le chiffre inférieur à 2. Mais ouais, non, malgré tout, je pense que je m'associerai plus. Hein. Ça m'a servi de leçon. Ah ouais? Ce qui partait vers une belle association, c'est vraiment révélé être un fiasco total. Ouais, après, j'allais dire, c'est une expérience parmi... C'est clair. Si ça se trouve, on sait jamais de quoi il fait la vie. Ouais, mais je vais... Mais quand même. Il faut jamais dire jamais, il paraît. Voilà, c'est exactement Mais j'aime bien ce qu'on construit en ce moment. Même si Ernest m'appartient à 100%, on construit tout ça en équipe. Et je ressens pas le besoin d'avoir un associé sur le papier. Voilà, fondamentalement, je trouve qu'on s'en sort bien en équipe. Elles sont mes associées de toute façon de tous les jours. Donc, clairement. Tu parles de mon équipe. Elles sont impliquées, je veux dire, elles font part de leurs idées, elles sont vraiment impliquées à part entière. Donc, Et vous êtes combien? On est 7 maintenant. Et tu en recherches? Et j'en recherche 5. 5 collaboratrices de plus, collaborateurs de plus. Ah oui, quand même. Oui. Ah, j'avais pas percuté que c'était autant. Ouais. Et ben en fait, bon, tu feras peut-être des... Oui, bah, mais on a 3 collaboratrices qui quittent l'équipe. Donc j'ai Roxane qui ne nous quitte pas complètement parce qu'elle part à Besançon et elle aimerait ouvrir Ernest à Besançon. Okay. J'ai par contre Pauline et Marie qui nous quittent complètement. Marie, elle rentre à Caen, elle est originaire de là-haut et elle a besoin de sa famille, donc elle ne se fait pas du tout à l'éloignement. Et j'ai Pauline qui vient d'avoir un petit garçon et qui, elle, se fait pas au rythme. Elle habite à l'Échrennes et tout, pour elle c'est un peu compliqué, donc elle fait une reconversion pro. Et... Okay. Donc j'en perds 3 sur Annecy, en tout cas, quoi qu'il se passe, même si voilà, on a Roxane qui permute ailleurs. Mais j'en perds 3 et du coup, j'ai besoin de 2 supplémentaires. Donc, ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, donc aujourd'hui, tu es gérante de Ernest Conciergerie. Oui. Et quel est le parcours qui fait que tu en arrives à ça? Alors c'est pas très compliqué, c'est même hyper basique. C'est-à-dire que je suis entrepreneur depuis toujours, pratiquement. Et j'ai toujours fait des grosses amplitudes horaires, j'ai toujours beaucoup donné. Donc j'ai toujours eu ce rythme hyper effréné, quoi. J'adore le développement, j'adore l'entrepreneuriat, je ferai que ça, moi. Je ferai que ça à 400%. Et le souci, c'est que après, le quotidien, il manque 2-3 petites choses. Il manque du temps.
Partant de là, ben, tu te dis, est-ce que demander un coup de main, ce serait peut-être pas mal? Donc tu cherches quelqu'un pour, au départ, le quotidien vraiment factuel, quoi, le ménage, les courses, le linge. Et puis c'était compliqué de trouver quelqu'un qui fasse tout. Donc c'était ou quelqu'un faisait que le linge ou que le ménage. Donc tu pars dans des grands délires. Après tu dis, bah, il y a peut-être la place à quelque chose, à une idée. Et puis ces gens, ces professionnels du ménage, du linge et tout, quand je voulais leur téléphoner, ils n'étaient pas disponibles. Quand je leur écrivais par mail, ils mettaient des jours, voire des semaines à me répondre. Je dis, bon, il y a peut-être quelque chose là aussi à faire. Si on peut automatiser tout ça sur une appli, un site web, quelque chose, enfin voilà, il y a sans doute quelque chose à faire. Et puis, ben, en montant tout ça, donc là je te le restitue un peu synthétique, mais ça m'a pris 18 mois pour monter tout ça, bah, tu dis, bah allez, quoi, fonce. Il y a forcément, je suis forcément pas la seule à être complètement subbookée, à être complètement surmenée, je suis forcément pas la seule. Et puis après, ben, tu rencontres des copains comme Jean-Claude de chez Babichou, qui devient ton partenaire pour la garde d'enfants. Tu rencontres des copains comme Philippe Balmont, qui a la société Aquafil, qui répond aux besoins de mes clients sur la partie piscine, entretien des spas, de tout ça. Des gens comme Guillaume Neveu, qui s'occupe des espaces verts, par Germain Perrault. Puis tu t'entoures comme ça d'une chouette équipe, d'un super réseau, et puis en fait tu peux répondre à tout. Tout ce que les clients te demandent, tout ce dont ils ont besoin, bah, tu as forcément quelqu'un dans ton réseau qui sait le faire. Et toi, tu arrives avec la plus-value de dire, je suis un seul interlocuteur qui décroche quand vous appelez. C'est ça. Et si on ne décroche pas parce qu'il est 11h30 et que tu viens de rentrer de ton dernier rendez-vous, eh ben, il suffit de nous faire une demande sur l'appli et le lendemain, elle est traitée à la première heure au bureau. Donc, ça n'existait pas en fait. Non. Personne ne le faisait. Il y en a certains, j'attends encore leur réponse. Hein. C'est-à-dire? Eh ben, il y a quelques confrères, parce que j'aime pas parler de concurrents, mais il y a quelques confrères qui... Là, ça fait quand même 2 ans et demi, les gars. Ce serait peut-être bien de... J'attends mon linge. Ce serait sympa de me répondre quand même. Ah oui, bien d'accord. Et tout est parti de là. C'est rigolo, parce que tu vois, ce matin, on en parlait avec Jean-Claude, et c'est lui, la voix de l'entrepreneur. Alors, tu nous rediras tes expériences entrepreneuriales précédentes. Ouais. Mais en tout cas, celle-là d'Ernest et en fait Jean-Claude, pareil, en fait, lui, il était juste face à un besoin personnel. Un papa débordé. Ah, c'est-à-dire, bon, bah, si ça n'existe pas, je vais le faire moi. C'est ça. En fait. Et je dois pas être le seul, donc il y a certainement d'autres papas qui sont dans le même... Ouais. Le tout, la grosse difficulté, c'est d'aller les chercher, de les trouver. C'est ça. Créer une communauté de papas débordés. Exactement. En l'occurrence, pour toi, gens débordés. De parents débordés, ouais, ou de gens débordés, parce qu'on n'a pas que des parents, hein, mais ouais, c'est... Ou des flemmards, peut-être. Ouais, bah on a surtout des hyperactifs, en fait, dans nos clients. On a surtout des actifs, ouais, des hyperactifs. Et du coup, toi, t'es hyperactive? Ouais. Mon papa dit que je suis une... Tu sais, ces gens qui sont toujours en émulsion, qui sont toujours en train de réfléchir, qui n'arrêtent jamais. Ouais. Ça porte un nom. Ça porte un nom. Il a entendu ça, je sais pas où, il m'a dit, j'ai trouvé ce que t'es. C'est cette espèce d'effet d'être en perpétuelle réflexion, quoi. Voilà, il a entendu ça quelque part. Ouais, ça lui a fait penser à moi. J'ai eu une ex, des fois, elle me disait, c'était il y a plus de 10 ans, et elle me disait que des fois elle pensait pas, elle avait rien dans sa tête. Oh, je comprends pas. Mais franchement, ça doit être cool. Franchement, de temps en temps, ça doit être cool. Ça doit être trop cool. Je les envie, ces gens. Il faut pratiquer la méditation beaucoup plus. Ouais. Donc, pour résumer, l'échec pour toi, c'est constructif. C'est constructif. On apprend. On apprend de ces échecs. J'essaie de mes phrases, je sais plus si j'ai déjà sorti dans une des interviews, mais il y a une période où en plus je doutais, du coup j'avais l'impression de faire que d'échouer. Et il y avait cette fameuse phrase qui ressortait, c'était dans le développement personnel, etc. Si tu échoues, c'est pas un échec, c'est un apprentissage. C'est ça. Ah, mais complètement. Bon, bah, si l'échec est un apprentissage, alors appelez-moi docteur. Elle est bien, ça. Elle est bien. Verre à moitié vide ou à moitié plein? Un effervescent permanent. C'est les gens qui ne font que réfléchir, que cogiter. Un effervescent permanent. Moitié plein, évidemment. Effervescent. Moitié plein. Moi, je suis
Je suis la team à moitié plein, moi. Une team à moitié plein. Ouais. J'avais toujours pas rencontré un entrepreneur qui était team à moitié. Ah bah tu peux pas. Tu commences à réfléchir à peut-être voir le verre tu vois, c'est compliqué hein, après un repas. Tu commences à réfléchir à peut-être voir le verre à moitié vide, t'es mort. C'est la fin. Non, c'est pas possible. Non. Et alors du coup, reprenons, parce que du coup, Ernest est la 3e expérience entrepreneuriale. Oui. C'est ça, sur ton parcours. Ouais. Et du coup, à la base, qu'est-ce qui t'avait poussé à entreprendre? Le développement, les idées et les mettre en pratique et voir comment ça réagit. C'est-à-dire que tu te rends compte d'un besoin ou tu te rends compte d'un espèce de vide de service, tu le mets en place. Donc déjà, tu as une idée, tu as une espèce d'invention, tu vois, sans dire de réinventer la roue, hein, mais d'améliorer quelque chose qui existe, de rendre ça accessible ou de rendre ça plus à la portée, enfin, tu vois, d'apporter ça à la majorité. Déjà, partie de là, moi, ça me fait vibrer de fou. Je trouve ça génialissime. Et après, l'effervescence de l'équipe. Monter ça en équipe, mettre ça en pratique, le tester. Parce que ça, pour le coup, tu l'avais pas trop eu avant. Parce que, tu peux nous dire ce que tu faisais? Eh ben, j'ai fait quasiment 10 ans d'aménagement d'intérieur avec diverses enseignes. J'ai fait 14 ans de courtage en prêt immobilier. Et me voilà. Et dans ces expériences précédentes, tu n'avais pas vraiment de collaboratrice? Alors dans le courtage, on était 2 avec mon associé, donc je travaillais quasiment toute seule tout le temps. Et puis dans l'aménagement, si j'avais une équipe quand même. J'avais une équipe. Okay. Mais c'est très différent. C'est très différent. C'est pas le même management? Non. Non. Quand c'est de la création d'un concept comme Ernest, et que tu échanges avec les équipes, qu'on teste des choses, qu'on se rapporte, on se débriefe de ce qui fonctionne moins, tu as vraiment la sensation d'une vraie valeur ajoutée dans le service que je ne retrouvais pas dans l'aménagement. Dans l'aménagement, c'était la création, c'était là où je m'éclatais. Mais tu n'avais pas vraiment de valeur ajoutée sur... Il y avait de la création à partir d'objets qui existaient déjà. On n'était pas sur de l'agencement où vraiment tu apportais une solution sur mesure. Quoi. Si je me trompe, en fait, tu étais dans la création design. Oui, tu associes les choses. Voilà, c'est de l'artistique. Oui. Alors que là, tu es dans la création d'entreprise, de concepts, de services. Complètement. Et alors, du coup, je saute un peu là d'une catégorie à l'autre, mais pire, ça tombera. Tant pis, on verra ce que nous dit la roue. Mais justement, par rapport à ta vision par rapport à ça, mais c'est plutôt l'offre qui fait la demande ou c'est la demande qui fait l'offre? C'est la demande qui fait l'offre. C'est la demande qui fait l'offre. On écoute nos clients et puis on se rend compte qu'on arrive à créer des choses juste en écoutant nos clients. Nous, on a créé des services ici, on ne les attendait pas du tout. Ah ouais, quoi. Sur le Airbnb, par exemple, nous, on a lancé la plateforme uniquement pour les particuliers, au départ. Et en quelques mois, les professionnels nous sont tombés dessus, mais quasiment à part égale avec les particuliers. Après, ça s'est calmé. Et là, depuis plus d'1 an, c'est les Airbnb, la location de saison. Qui vient de pro, en fait. Ouais. Pas spécialement, il y a aussi des particuliers qui partent en vacances et qui mettent leur maison. Des gens qu'on a toute l'année en gestion du quotidien et qui l'été partent 1 mois ou 2 mois. Il y en a qui ont cette chance de pouvoir partir dans la famille et qui du coup mettent leurs biens en location de saison. Tu vois, c'est du particulier comme toi et moi, mais qui mettent leurs biens en location. Cool. Donc toi c'est plutôt la demande, quoi. Oui. Bon, c'est une question dans une des autres catégories. Et une petite dernière question sur cette thématique de qui es-tu. J'ai envie de savoir qu'est-ce qui te pousse à agir et qu'est-ce qui t'anime le plus. Qu'est-ce qui me pousse à agir? Et au quotidien, parce que c'est la thématique même d'Ernest. Qu'est-ce qui m'anime? Il y a un paquet de trucs qui m'animent. Pour rester dans l'entrepreneuriat, ce qui m'anime, c'est vraiment le développement. Le développement du concept, le développement d'Ernest géographiquement, le fait d'ouvrir d'autres points ailleurs, ça nous fait nous remettre en question. Et pourquoi ça t'anime? C'est hyper euphorisant en fait, d'avoir planté une petite graine en novembre 2019 et là d'avoir un buissonnet tout verdoyant.
on sait qu'on va l'accompagner pour que ça devienne un chêne centenaire, quoi. Donc c'est ça, moi, qui m'anime, c'est de voir grandir cette graine, de l'arroser chaque jour, de la tailler, de m'arranger pour que le soleil brille d'un côté et s'éloigne pas trop de l'autre. Ouais, c'est ça qui m'anime. Ça, c'est énorme. Jean-Claude, il nous a fait une comparaison sur les jardins aussi. C'est vrai? Ouais, alors pas les arbres, c'est pas la même thématique tout à fait, mais ouais, c'est rigolo. C'est rigolo. C'est peut-être parce qu'on a mangé entre midi et deux, les énergies sont... Ouais, c'est ça. C'est la team verdoyante, on s'appellera dorénavant. La team verdoyante, c'est nous, la team verdoyante. C'est beau. Deuxième roulette. Tu veux la lancer? Vas-y. Ton regard sur l'entrepreneuriat. Il suffit de cliquer sur Spin It. C'est parti. Ça fait pas mal, hein? Ah non, pas à moi. D'accord. Y a-t-il un âge pour entreprendre? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Même si je pense que je l'ai refait bien trop tard. Non, c'est pas vrai. Non, il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Je souhaite à tout le monde, à tout un chacun, celui qui a l'envie d'entreprendre, d'avoir le courage de se lancer. Peu importe l'âge, ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce qu'il faut alors, du coup, si c'est pas l'âge? Ah, alors si je peux revenir sur ma, sur ma réponse, pas trop tôt. Il faut un peu de maturité quand même. Il faut quand même aller voir un peu ce qui se passe dans le monde du travail, à mon avis, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Il faut avoir quelques bases, un peu de maturité professionnelle avant de se lancer. Mais sinon, c'est pas d'âge. Et s'il y avait un conseil pour acquérir ça, justement? Un conseil pour acquérir? Pour acquérir cette maturité professionnelle? Ah ben ça, il y a quand on devient forgeant. Ok. Donc il faut entreprendre. Donc il faut entreprendre, ou alors il faut se lancer, il faut voir plusieurs sociétés, il faut et tant qu'à faire dans le domaine dans lequel on a envie de se lancer, en tout cas dans des choses qui s'y rapprochent. Parce que malgré tout, on a tous beaucoup à s'apprendre les uns les autres. Donc on n'entreprend pas tous de la même façon, on ne manage pas tous de la même façon. Donc c'est intéressant quand même de voir comment chacun fonctionne et de se faire sa soupe à soi-même. Mais ouais, c'est important de voir quand même plusieurs facettes du monde du travail avant de se lancer. Et du coup, toi aujourd'hui qui es entrepreneuse, tu fais comment pour continuer à te nourrir justement de ce genre de mode de fonctionnement différent, etc. Je fais partie de plein de réseaux d'entrepreneurs. Enfin, principalement de 3 réseaux d'entrepreneurs. Okay. Et d'échanger avec des gens qui rencontrent les mêmes thématiques que toi, parce que c'est pas que des problèmes, hein. Heureusement, on rencontre aussi des succès et c'est chouette de les partager. Mais c'est bien aussi d'échanger sur les problématiques, d'échanger sur tout ce qu'on connaît du quotidien d'un entrepreneur. Donc le réseau, la force du réseau, elle est hyper importante. Cool. Je trouve. On va aller un peu plus loin sur ta vision de l'entrepreneuriat. Que penses-tu de l'adage « le client est roi » ? Has-been. Bam, cash. Has-been, ouais. C'est fini ça. On est tous égaux les uns les autres. Donc on a autant de respect pour notre client qu'il a à en avoir pour nous. Et même si on se plie en 4 pour être aux petits soins pour nos clients, on n'attend pas d'eux de les mettre sur la posture de client roi, non. Oui, derrière cet adage, il y a quand même l'aspect de dire que le client, en fait, il est respectueux. A toujours raison, ouais. Ouais, a toujours raison, malgré bah non. Quelle que soit sa manière d'être et ouais. de parler. Alors que... Donc non, je peux pas être d'accord avec ça. Je sais pas être d'accord avec ça. Ah ben, je suis complètement d'accord. Moi, j'avais même une vision un entrepreneur, en fait, peut avoir un rôle quasiment d'éduquer des gens, des fois. Selon la situation, de recadrer des clients. Et... Ouais. Bah, tu vois, on n'en discutait pas plus tard que ce midi avec JC. Merci d'eux. Ouais. Ça, c'est lourd de sens quand même. Hein. Ouais. Donc, ouais. Et puis, en dehors de ça, il y a cette espèce de truc has-been aussi qui me dépasse un peu, mais cette espèce de hiérarchie d'équipe où tu as un patron et puis tu as des employés. Ça, c'est pareil. Moi, je sais pas faire ça. Mais alors, du coup, c'est hyper intéressant parce que je viens quand même sur le sujet, même si je sais qu'on en a déjà parlé, mais
il y a ça, mais tu tiens quand même à vous voyez Ouais. les équipes. Oui, pour moi c'est important. Alors c'est un truc... C'est pas has-been ça? Non. Alors ça pour le coup je trouve pas ça has-been. C'est un truc que qu'on a mis en place avec ma directrice commerciale quand je bossais dans l'agencement. Je bossais pour le groupe Roche-Beaubois et c'était une dame qui avait 25 ans de plus que moi à l'époque. Donc elle avait 2 fois mon âge puisque j'avais 25 ans, pour un simple et facile calcul, elle en avait 50. Et pour autant, on était très très proches. Donc ça n'empêche pas du tout Puis avec les filles, on est vraiment très très proches. Donc ça n'empêche pas la proximité. Et c'est une espèce de... Malgré tout, c'est une espèce de petite distance qu'il est important, je trouve, de garder. Tu vois, on est proche tout en ayant voilà, cette... C'est un sentiment que j'ai du mal à expliquer, ça n'a rien à voir avec le déjeuner d'amis, mais je... Non, mais je pose la question parce qu'effectivement c'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup. Moi je suis pas... Enfin voilà, c'est un truc... J'ai beaucoup ce débat-là en famille, etc. avec mon père d'ailleurs. Moi je suis pas pour le voir, mais je vois ce que ça permet et j'allais dire, je vois la proximité. Les parents de Marie, tu les tutoies? Oui. D'accord. Ouais, carrément. Et puis il m'aurait dit, jamais il m'aurait... Le premier jour, je les ai vouvoyés par principe. Ok. Ils m'ont dit de suite. Non. Ça, c'est rigolo, j'ai toujours vouvoyé mes beaux-parents. Ouais, mais c'est. Toujours. Ouais. C'est rigolo. Ah bah, nous, dans la famille, c'était la logique. Et c'est mon beau-frère. Qui a foutu en l'air la logique. Hop. Ouais, ça va pas être possible. Ouais, mais il y a des. Enfin, moi, je fais partie de ces gens-là, j'arrive pas à vous voyer, enfin, c'est très compliqué. Ouais. Mais, enfin, alors par contre, tu vois, c'est rigolo parce que dans les relations, dans les entrepreneurs, les collabs que je fais en tant qu'entrepreneur, c'est je sais pas tutoyer par contre. Je sais pas vous voyez, pardon. Ouais. Je trouve qu'au contraire, ça met de la distance et cette distance-là, elle me dérange. Ouais. Parce qu'on a besoin d'être proche. Ouais, exactement. Donc ouais, c'est un peu... Je ferai un film un jour, je pense, sur le vouvoiement. Ouais, il y a un truc à faire. Ouais, il y a un truc qui m'intrigue, j'irai voir. Il y a un truc à faire. La petite dernière sur cette thématique, c'est quelle est la part de chance dans une réussite d'entreprise? Alors, je fais partie de la team de Il n'y a pas de hasard. Donc, la part de chance, il y en a certainement un petit peu. Mais si tu te lèves pas tous les matins, faut quand même lui filer un petit coup de main, quoi. Ouais. Parfait, c'est clair, c'est simple, c'est efficace. Il faut que j'en repose une, du coup. Ah, trop court. Ouais, si tu peux aller moins à l'essentiel, s'il te plaît, je t'en remercie. Ou alors, dorénavant, toutes les questions seront suivies de « mais encore ». Mais encore. Faut-il être fou ou inconscient pour entreprendre? Mais les deux. Les deux. Oh, c'est évident. Les deux. Ah, il faut être fou et inconscient, ouais. Alors, j'allais dire, je reviens sur cette thématique-là, parce qu'en fait, au final, je finis par en parler tout le monde, mais c'est un truc essentiel. Souvent, ce qui ressort, c'est je veux entreprendre pour être libre. Et, ça va pas fonctionner. Et du coup, la plupart des gens, en fait, ils se retrouvent à bosser 4 fois plus que quand ils étaient bien sûr. Du coup, je reviens alors, la liberté de décision, à la rigueur. Mais dans un premier temps, alors moi c'est ce à quoi j'aspire, c'est la liberté du temps. C'est pour ça que j'ai créé tout ça, c'est pour à un moment donné me libérer du temps. Mais il faut pas entreprendre immédiatement dans l'espoir d'être libre du temps. C'est utopique pour démarrer. Ça viendra. Je nous le souhaite à tous, mais c'est utopique pour démarrer. Ah, du coup, il faut avoir cette part de folie pour le faire. Ouais, alors moi j'entends folie dans le sens où ça dépend, enfin je veux dire le Covid on l'a pas vu venir, donc il faut pas trop réfléchir à ce qui pourrait être. Il faut éviter de penser au bad, vaut mieux penser au good. Et ouais, la folie, elle est vraiment placée là, elle est vraiment de... c'est un pari quand même, c'est un sacré pari de dire je me lance... encore une fois, hein, dans cette période de Covid, il y en a plein qui disaient encore il y a quelques années, je sais pas, lance-toi dans la restauration, les gens ont toujours besoin de manger. Ah, oups, c'est mauvaise pioche pour le coup.
Ou, ouais, ou lance-toi dans la mécanique. Il y aura toujours des gens qui auront besoin de réparer leur voiture. Sauf que bah là, on sait tous les problèmes qu'il y a sur l'import-export de pièces dans la mécanique, l'électronique et tout. C'est une galère sans nom. Donc, mauvaise pioche aussi. Enfin, sois artisan. Les gens ne savent pas tous planter un clou, donc sois artisan. Est-ce que les gens ils ont les moyens de... Donc, faut pas trop réfléchir au revers de la médaille, quoi. Faut pas trop réfléchir à ça. Faut foncer. Ouais. Là aussi, je suis dans la team. On fonce et on verra après. Allons-y. On nettoiera. C'est exactement ça. Et je l'ai posé ce matin à Jean-Claude. Ouais. Par rapport, en fait, ça a fait lien avec la troisième roulette. Mais si tu étais présidente, quelles mesures tu prendrais en faveur des entrepreneurs ou entreprises? Oh, bah, je ferais une diminution de charge, mais alors je mettrais un grand coup de chlasse dans la diminution de... Ouais, non, c'est... Qu'est-ce que ça permettrait, en fait, d'après toi? De créer de l'emploi. Créer de l'emploi de fou. Enfin, si j'accélérerais... alors peut-être que du coup, ce ne serait pas forcément... là aussi, ce serait une grosse part de folie. Mais moi, j'accélérerais le mouvement, mais de façon... Enfin, moi, je doublerais mes effectifs demain. Si les charges ne croulaient pas autant... demain, je double mes effectifs sans problème. Et ces charges, tu les reporterais sur... les salaires. Sur le revenu, enfin les individus qui paieraient leurs impôts, quoi. C'est ça? Ouais. Intéressant. Je me pose la question, moi j'ai pas vraiment d'avis sur ça. Tu ferais quoi, toi, si tu étais président? Alors en fait, j'ai dire par rapport à ces impôts-là, c'est exactement ce que j'expliquais à Jean-Claude, et souvent, genre j'ai percuté, mais en fait, sur l'impôt sur le revenu, on a un impôt proportionnel à notre revenu. Et en fait, sur les entreprises, quand tu fouilles un peu, en fait, le taux d'imposition, il est même inversé. C'est-à-dire qu'en fait, les multinationales, proportionnellement, payent... Plus elles produisent, moins elles payent... Ouais, en fait, c'est surtout que les multinationales, elles ont les moyens de se payer des fiscalistes et des avocats, etc., pour diminuer leurs charges. Ce qui, je serais à leur place, je ferais la même chose. Mais du coup, en tout cas, in fine, elle paye 10% de charges, pendant que les PME, les petites boîtes, payent 33% de charges. En fait, c'est comme si un SDF, il payait l'ISF, pendant que celui qui doit payer, qui est extrêmement riche sur le bord du lac, il se trouve des exonérations dans tous les sens. Ouais. Donc en fait, dans la partie privée, c'est pareil, une aberration. Ouais. Alors on se dit, dans mon entreprise, pourquoi je fais ça, quoi. Enfin, moi je ferais ça en fait. Déjà, je mettrais l'impôt proportionnel sur ton revenu entreprise. C'est une... Oh, on a des jolies idées quand même. Ouais, c'est plus facile à avoir des idées que de les faire. Ouais. Après, leur place, je la voudrais pas, franchement. La place de Manu, là, je la veux pas, moi. Ouais, et encore plus sur ce mandat-là. Sur ce mandat-là, oui. On lui laisse volontiers sa place. Chacun son job. C'est ça. Troisième roulette. Allez. Qui nous fait la transition, en fait, on va parler un peu de tout ça justement sur la troisième roulette. Ça fait toujours pas mal, hein. Ça fait toujours pas mal, il faut lancer la roulette, mais pas dans la Pour ou contre la 5G? Je crois que j'ai pas d'avis sur la question. Tiens, j'avais oublié qu'il y avait cette question. Elle est jamais tombée. En fait, pour ou contre la 5G, ok, c'est... Est-ce que tu veux qu'on relance la roulette? Non, alors là, franchement, je n'ai... j'ai pas d'avis sur la question. J'allais dire, pour ou contre un surplus de technologie? Ouais, c'est difficile parce que j'ai plein de contradictions du coup. Parce que j'ai... C'est ça qui m'intéresse. D'accord. J'ai mon côté entrepreneur qui me dit parce que moi je surfe quand même sur la vague de la technologie, puisque mes clients se connectent sur un site web responsive sur un téléphone et sur une tablette. On est en train de développer, de discuter le développement d'une application MyEarnest. Donc, de ce point de vue-là. Après, mon âme préservation de l'environnement me dit contre, parce que ça veut dire planter des gros poteaux un peu partout et continuer à tirer du câble, des kilomètres et des kilomètres de câble partout. Donc ça me fait pas rêver. J'ai mon côté maman qui dit est-ce qu'il n'est pas assez connecté comme ça, l'ado? Est-ce qu'on pourrait peut-être pas un petit peu limiter tout ça?
Puis j'ai mon côté individuel qui me dit bah ouais mais c'est quand même cool quand tu te connectes sur ton téléphone et puis que en 2 clics tu peux réserver ton week-end, consulter tes comptes, commander ton café, enfin tu vois. Donc je suis prompte. Je suis prompte. Voilà. Je pose salade, débrouillez-vous. Ah, c'est parfait. Elle est prompte. Elle est prompte. Je ne suis ni pour ni contre, bien au contraire. Coluche. Ouais. Merci. Référence classique. Ouais. Du coup, tiens, regarde, Pont tout fait, mais du coup, qu'est-ce que tu penses de cette jeune génération qui elle fait partie de ton fils, du coup? Je pense que il y a plein de choses sur lesquelles nous on a vachement ramé et que ça y est, ça tombe pour eux. Comme quoi? Comme des réformes dans la scolarité, des combats, que ce soit des combats écologiques, des combats politiques, des choses qui commencent à être plus entendues. Parce que quand ça fait 15 ans que tu as des lycéens et des collégiens qui manifestent, pas que pour sécher les cours, promis juré, au bout d'un moment tu te dis bon bah ouais ça va peut-être finir par payer. Et j'ai l'impression que là, ça a changé un peu la façon de regarder de certaines personnes et que j'ai l'impression que ça commence à payer. Donc j'ai envie d'y croire quand même qu'ils vont avoir un truc un peu plus sympa que nous. Après, d'un autre point de vue plus, comment dire, plus quotidien, peut-être un petit peu plus pragmatique, ils vont peut-être se ramasser au contraire des trucs pas drôles. Style l'hyperconsommation qui finalement n'a pas beaucoup changé. Même si on va vers de la transition un petit peu plus sympa. Je suis pas certaine que ce soit encore là. C'est peut-être pas encore cette génération-là qui va aller vers de la transition, vers du consommer différemment. Je pense qu'il faut encore une génération pour appuyer ça. Sur le marché du travail, parce qu'en plus j'ai dit toi, tes équipes elles sont assez jeunes quand même. Ouais, on va de 24 de 21 même à 40 ans. Ah oui, c'est assez. Du coup, ma question peut-être. Mais bon, elles sont assez jeunes. Oui, je veux dire, on est plutôt face à des gens qui sont dynamiques, quoi. J'allais dire, parce qu'en fait, c'est très souvent, j'ai entendu un peu cette génération, ils veulent pas travailler, ils veulent pas bosser, etc. Est-ce que tu as cette sensation? Non. Non, j'ai pas vraiment cette sensation. Non. Même dans les recrutements, des gens, des profils qui arrivent Non, après ça c'est la diversification de l'être humain. C'est pas, j'ai pas la sensation d'être confrontée à ça. Non. Ok, intéressant. Tac. Tiens, pour ou contre la 5G, tu me la copieras celle-là. Mais alors du coup je vais dire j'hésite. On va revenir un peu sur cette thématique là justement par rapport aux impôts, mais de manière générale en fait j'ai une vision, tu vois, enfin c'est un angle de la manière de voir la société en général. Je dis qu'elle fonctionne à 3 vitesses. Ouais. Celle des entrepreneurs, ouais. Celle des salariés, ouais. Et celle des fonctionnaires. Qu'est-ce que tu penses déjà de ça? De ces 3 vitesses-là, en fait. Oui. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais, je suis d'accord avec ça. C'est même particulièrement évident. Et alors pourquoi c'est si évident que ça? Je pense que quand tu mets en place des habitudes, pourquoi les changer? Tu demandes à un salarié de travailler 35 heures, il travaille 35 heures, il a son rythme, c'est comme ça depuis la nuit des temps ou à peu près. Tu demandes à un entrepreneur d'être entrepreneur, il compte pas ses heures, ça peut être 70-80 heures par semaine. C'est comme ça, tu décides d'être entrepreneur, tu décides de ne pas compter tes heures. Et un fonctionnaire, tu lui demandes, tu lui proposes, je sais pas, 28 heures ou 25 heures par semaine. Pourquoi il ferait plus? Puisque c'est ce qu'on lui propose, c'est un contrat. Donc ouais, il y a 3 vitesses et du coup 3 façons de raisonner différentes. Ma question un peu sous-jacente, c'est comment ça se fait qu'il y ait ces 3 profils quelque part au sein de la société? Comment ça se fait qu'il y a des gens qui, comme toi, ou qui veulent
se lever tôt le matin, se coucher tard le soir et avoir cette part de foyer, et d'autres à l'inverse, à l'opposé. Si on prend le cliché du fonctionnariat qui n'est pas tout à fait selon l'endroit du fonctionnariat, comme tu l'as dit, notre président il est fonctionnaire. Oui, et je pense qu'il fait pas 35 heures, je suis presque sûre. Mais on va rester sur le cliché. Ouais, s'il te plaît. Sinon ça ne marche pas. Oui, ça fonctionne pas. J'allais dire, comment ça se fait d'après toi qu'il y ait ces trois... Enfin, d'où ça vient ça? Je pense que c'est trois profils de j'aime pas trop mettre dans des cases, mais trois profils d'êtres humains. C'est trois, comme on en parlait tout à l'heure, dans le process com, il y a plusieurs profils de communicants et de façon d'accueillir, d'accepter les choses et de les verbaliser ou de communiquer. Et je pense que là, on a affaire à la même chose. Un entrepreneur, il a ce profil où on fonce, on avance, voilà, un peu de folie, un peu de je réfléchis pas trop et puis on y va. Puis le salarié, il a peut-être plus besoin d'un cadre, plus besoin de sécurité, et puis il veut mixer entre j'ai du temps pour moi mais j'ai aussi la sécurité d'avoir un job, quelque chose comme ça. Puis le fonctionnaire, c'est peut-être plus un profil qui a envie de s'impliquer dans le quotidien d'un point de vue social, mais qui aussi a envie d'avoir du temps pour lui. Donc je pense qu'ils ont tous les trois plein de bonnes raisons d'être à leur place. Et toi, petite, tu avais déjà ce profil hyperactif, entrepreneur? Ouais, moi je proposais à mes voisins de laver leur bagnole pour 5 balles. Je proposais de laver les vitres et tout. Ah ouais, non, moi c'était déjà... C'est quelque chose qui se fait dans l'éducation? Peut-être, sans doute. Pas que, je pense, mais peut-être, sans doute. Tes parents étaient entrepreneurs? J'ai un papa qui est entrepreneur, ouais, qui est dans le TP depuis 50 ans et qui est fait de ça, quoi. Qui est fait de... Alors là, c'est les opposés, hein, enfin l'extrême. Pas l'opposé, mais l'extrême. C'est Bosson, 20 heures par jour. Oui. Ouais, c'est un peu... Pourquoi respirer? Ouais. Il faut travailler. Mais à quel moment? Pourquoi prendre le temps de respirer? Tu peux le faire en même temps que tu fais autre chose. Ouais. Ouais. D'accord. Ouais. Papou. Allez, petite conclusion, c'est toujours ma conclusion, souvent j'arrive toujours à faire les gens conclure là-dessus. Ouais. Et ça rejoint en fait l'histoire de la roulette, mais on va essayer d'approfondir un peu plus ta vision sur ce point-là. Tu vois qui c'est toi, Pierre Rabhi? Ça me permet de poser la question. Qui ça? Pierre Rabhi. Un vieux monsieur avec une moustache. Pas loin, oui. Exactement, c'est un philosophe, agriculteur. Oui. Je vais dire écologiste, mais on n'est pas loin du... Ouais, l'extrême... Défenseur, en tout cas. Voilà, exactement. Qui prône un retour à la terre, à la sobriété, etc. Ouais, je sais qui c'est alors. Et donc, tu sais qui c'est Elon Musk? Oui. Et du coup, tu as plutôt une vision du futur. En fait, c'est plutôt... Est-ce que tu penses que le futur sera plus Elon Musk ou plus Pierre Rabhi? Elon Musk. Et ça a l'air de t'embêter. Ça m'embête autant que ça me réjouit, c'est-à-dire que c'est un type qui est brillant, c'est un génie, enfin, c'est un génie de l'entrepreneuriat. Je trouve qu'il y a beaucoup à apprendre de sa vision des choses. Après, il y a une grande partie de développement industriel derrière tout ça. Forcément, on n'est pas du tout sur un retour à la terre. Hein. Grosse préservation, parce que c'est dans les valeurs du monsieur, mais il y a quand même une grosse partie d'industriel qui me dérange un peu. Je suis partagée. Je suis partagée. Est-ce qu'on pourrait pas prendre un petit bout de chacun pour... Je sais pas, faut qu'ils s'associent ces messieurs. Fusionner? Vous avez jamais vu Dragon Ball Z ou quoi? Je vais pas dire de gros mots à la cam, mais... Ouais, du coup, et du coup, comment tu l'imaginerais ce futur? Oh, t'as des questions compliquées hein, à 16h. Comment j'imagine le futur? Je l'imagine bien déjà, c'est plutôt pas mal. Je l'imagine bien. Moi, je suis une confiante de nature. Je suis une optimiste. Je suis tombée dedans quand j'étais petite, moi. Je suis une éternelle optimiste. Donc, je l'imagine bien. Je l'imagine très égoïstement un joli développement d'Ernest à travers la France, voire à travers l'Europe. Pourquoi pas à travers le monde? Waouh. N'ayons peur de rien. Ernest un jour servira Elon Musk? Alors là, j'adorerais.
tu nous écoutes. Tu auras 10% de réduction sur... ouais, non, moi je l'imagine bien le futur. Après, dans nos valeurs, en tout cas, j'ai envie quand même qu'on continue à notre niveau à préserver ce qu'on peut de notre planète. C'est important pour nous. Et j'ai vraiment envie qu'on continue à mettre ça en place. Et ben on va finir là-dessus. Cool. Ça me plaît. Cool. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous.